Merci beaucoup de votre intervention très mouvementée. Mais si vous permettez, je vais ajouter quelques mots simplement. En 1971, en ce qui concerne l'indépendance des Émirats arabes unis, avant les États arabes unis, c'est Bahreïn qui est devenu indépendant. Il y avait un accord avec l'Iran et les États-Unis. Le moment, excusez-moi, c'est pas les États-Unis, les Anglais, le moment qui va quitter sur ces territoires, c'est-à-dire le Bahreïn, il a eu son indépendance. L'Iran, par avant, il y avait une revendication sur ces trois îles-là. Dans ce cas-là, pour les Iraniens, ce n'est pas une occupation. Ils sont installés correctement et après les Émirats arabes unis, il a eu son indépendance. Voilà. Ça, c'était toujours existé. C'est ça la diplomatie. Voilà, C'est ça que la guerre. Hein. Oui, ça c'est. Sans l'accord de l'Iran, Bahreïn ne pouvait pas être indépendant. Non, mais. Oui, mais on va. Moi, je vais attendre d'autres questions si on a. S'il y a d'autres questions, je vais poser la question. Monsieur Job, si éventuellement vous voulez intervenir quelques mots. On a combien de temps? C'est passionnant. Moi, je voudrais poser aux uns et aux autres, avec toute objectivité, comment vous appréciez la politique d'Israël. Alors, il y a le problème du Sahraoui. L'acte de résistance, on sait très bien qu'Israël maintenant a un accord stratégique avec le Maroc. Sahraoui, c'est comme ça fait partie quand même des groupes régionaux. Les Kurdes, je viens de lire que l'Iran vient de bombarder les édifices qui appartiennent aux Barzani, parce qu'il y a Israël écoute l'Iran à partir du pays kurde. Donc il y a une politique extrêmement habile d'Israël que je ne qualifie pas, que je regarde. Israël vend, vous savez, des armes. C'est le deuxième ou le troisième vendeur d'armes à l'Inde. L'Inde qui a une position très intéressante. Les pays du Golfe vont ménager l'Inde, parce que même si nous on coupe le pétrole russe et le gaz, l'Inde va acheter. Et il est évident que les gens du Golfe, ils ne vont pas vendre qu'à la Chine, donc ils vont vendre un peu à l'Inde. Donc Israël a des très bons rapports avec la Russie, je viens de le dire, avec les Émirats, avec l'Inde. La question que je vous pose, vous les vrais spécialistes, moi je suis un amateur, c'est-à-dire que est-ce que s'il y a une réconciliation entre le Golfe, Arabie Saoudite et l'Iran, Israël sera beaucoup moins nécessaire. Vous voyez? Donc ils diront on n'a plus besoin de vous comme marteau contre l'Iran. L'arme israélienne, c'est évidemment les start-up, l'économie. Et c'est là qu'on va de la géopolitique, chère à mon ami Raymond, à la géoéconomie. C'est évident que vu l'économie israélienne, les Émirats, vous le savez ça mieux que moi, ont besoin. Hein? C'est fantastique. Là, est-ce que vous voyez les choses? Comment vous appréciez Bon, on ne va pas faire de la politique fiction, mais dans les 2 années à venir, il y aura peut-être des évolutions où c'est figé. Il y a un autre côté, le côté économique c'est important. Il y a un autre côté qui est aussi important, c'est le départ des États-Unis d'Amérique de la région. Et Obama a conseillé à ses alliés dans la région un conseil qui a été répété par Donald Trump en disant on va partir, essayez de vous rallier les uns aux autres pour se protéger. Donc Israël, oui, c'est pour cela que les Émirats arabes unis ont décidé de couper avec la question palestinienne. Ils n'ont jamais tiré un coup dans le conflit contre Israël. Ils n'ont jamais tiré un seul coup. C'est vrai qu'ils ont donné des millions de dollars, mais c'est pas comme ça qu'on libère un pays. Donc, la raison la plus importante, à mon avis, c'est le départ des États-Unis de la région et l'obligeance des Émiratis et d'autres pays du Golfe d'avoir peut-être pas un allié avec amour, mais d'avoir un pays important comme Israël
qui fait la différence entre l'hégémonie des uns et des autres sur la région. Et ça, c'est un calcul que les Émiratis, et pas seulement les Émiratis, tous les riches de la région le font. Même l'Arabie Saoudite, parce que Mohammed Ben Salman tient un langage très proche des Émiratis vis-à-vis d'Israël. Voilà. Denis Bochard a plusieurs réponses. Comment tu vois les choses? Oui, peut-être une ou deux réflexions. J'ai trouvé très intéressant votre intervention et détaillant bien les différentes cibles de politique étrangère des Émirats. Simplement, le retrait américain, je crois que c'est un retrait tout de même relatif. Les Américains ne vont pas abandonner leur principale base, en particulier la base du CENTCOM au Qatar. Et d'autre part, pour les États-Unis, la sécurité d'Israël restera un problème majeur, un problème de politique intérieure américaine. Donc, je pense que le retrait américain est tout de même tout à fait relatif, même si le pivot vers la Chine est effectivement leur priorité. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, ont des relations de plus en plus difficiles avec les États-Unis. Pour des tas de raisons, il y a des contentieux particuliers, le fait que les États-Unis ne soient pas venus à leur secours quand ils ont eu quelques problèmes, notamment quand ils ont reçu quelques missiles venus d'où ne sait où. Et ceci étant, il y a effectivement une perte de crédibilité sur l'engagement des États-Unis en faveur de leur sécurité. D'où effectivement une politique très nette aussi bien de la part de la NBS que des Émirats, de rapprochement de la Russie, avec notamment des visites et des accords, y compris dans le domaine militaire, encore récemment, des contacts très fréquents entre MBZ et Poutine et entre MBZ et Poutine. Donc il joue un petit peu sur les deux tableaux. Oui. Et je pense que ceci confirme ce que vous disiez, c'est que les Émirats, et quand vous dites Émirats, il faut penser essentiellement à Abu Dhabi sur le plan politique. Dubaï étant plutôt tourné vers le business pour ne pas dire la contrebande, le blanchiment d'argent sale venant d'un peu partout, y compris de la Russie d'ailleurs. Mais je pense que les Émirats vont continuer, enfin Abu Dhabi va continuer à jouer un rôle important, même s'il est discret. Oui, mais un petit mot sur le retrait des Américains. C'est vrai que les Américains ne vont pas donner la région à l'Iran ou aux autres pays dans la région. Ça, c'est important, c'est évident. Mais on a deux exemples qui montrent que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas s'engager dans un effort de force et dans un rapport de force. Par exemple, l'Iran a touché 2 frégates émiraties dans le port de Sharm. Tout le monde disait que c'est l'Iran. Les États-Unis d'Amérique seuls n'ont pas dit que c'est l'Iran pour ne pas s'impliquer dans cette affaire. Comment vous expliquez que l'Arabie Saoudite a besoin de se défendre contre les drones yéménites et les fusées yéménites qui viennent du Yémen, et en même temps que les États-Unis d'Amérique retirent les patriotes de ce pays? Donc, il y a quand même une tendance de ne pas s'impliquer dans une guerre qui va ressembler, à mon avis, à la guerre d'Afghanistan ou à la guerre d'Irak. Les États-Unis d'Amérique ont payé cher ces deux guerres et ils n'ont pas tiré des profits stratégiques. C'était une catastrophe pour eux. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que vraiment, le retrait des Américains, ce n'est pas un retrait total, c'est-à-dire on va lâcher la région au premier venu, mais c'est une autre politique. Peut-être ça peut empêcher un pays d'occuper un autre, mais pas défendre des pays comme les Américains ont fait avant.
je crois que, merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de changements de la politique des Émirats s'il y a un accord à Vienne. Je parle d'une approche économique. Je suis sûr maintenant que les Émirats sont gelés les 12 milliards comme investissement en Israël. Et c'est une mesure très très importante. Et je sais à travers un grand responsable russe qu'il y a beaucoup de changements maintenant autour de là. Je réponds. Vous avez répondu comme vous voulez. Il y a des questions? Oui, Madame Jobs. Non, c'est pas une question, mais c'est juste pour compléter un peu ce que M. Bouchard vient de dire. C'est que les Américains ont presque choisi le front récemment parce qu'ils ont déclaré que le Qatar est un allié très spécifique. Ils ont donné un statut très particulier au Qatar, ce qu'ils n'avaient jamais accordé ni aux Saoudiens et ni aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, il faut vraiment creuser et se poser la question pourquoi et quel est le rôle que le Qatar joue, qui est complètement différent de celui des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, et qui est complètement d'ailleurs à l'opposé, et qui est aussi riche, notamment en gaz. Et là, je pense qu'on n'a pas assez développé et creusé le statut du Qatar, surtout cette relation particulière. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Est-ce qu'elle est juste comme ça? J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez. Pour moi, je réponds. Pour moi, l'État de Qatar est un État coursier, si on peut utiliser ce terme-là. Un État coursier, un État qui fait de la sous-traitance, et ça fait plaisir aux Américains. Les tâches que les Américains ne peuvent pas le faire, c'est le Qatar qui le fait. Il paye de l'argent à la place des Américains, il essaye de faire des médiations ici et là, et ça marche. Pourquoi voulez-vous que les Américains ne soient pas contents de cette politique-là? Ils sont hyper contents. Ils disent que Qatar, c'est un allié hors l'OTAN. À mon avis, c'est par complaisance, cette alliance-là. Ce n'est pas une vraie alliance. C'est un thème qui peut donner à réflexion que ça plaît aux Qataris que les Américains disent ça. Et ils le disent. Donc, Oui, je vous en prie. Oui, j'avais une question pour son Excellence. En gros, j'ai bien cerné l'hypothèse concernant l'absence, le non-respect du droit international successivement au cours de l'histoire et surtout depuis 1989 avec l'épisode unilatéraliste américain. Moi, ce qui m'intéressait concernant l'Ukraine et la Russie, votre position, on voit qu'il y a actuellement une double lecture de ce conflit, une lecture géopolitique sur affrontement Est-Ouest quasiment proxy entre la Russie et l'Ukraine, et puis il y a quand même, en sous-jacent, une lecture quand même, je dirais, indépendantiste du côté ukrainien, dans sa volonté de se libérer de la férule néo-soviétique, je dirais, parce que vous avez évoqué la Russie kyrgyzstane, mais vous avez de l'autre côté une vision ukrainienne diamétralement opposée de l'histoire grande-russe. Actuellement, avec la guerre, ça ne fait qu'accroître le fossé entre les deux communautés. Vous appelez... On n'est pas là pour parler. Non, mais vous appelez en même temps à respecter donc, le droit international. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, comment vous conciliez donc la nécessité d'un ordre multipolaire, un ordre international multipolaire, avec une fonction de rééquilibrage entre les deux superpuissances, et un principe du droit à l'autodétermination des peuples et au respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale dans le théâtre d'opération actuel. C'est quand même un grand paradoxe.
Oui. Très courte. Oui, très court. Ça pour le droit de l'autodetermination des peuples, bien sûr, c'est un principe de base. Donc, encore faut-il qu'il soit respecté par tout le monde. Le droit international doit être respecté par tout le monde. Donc, jusqu'à présent, effectivement, depuis le 22 février, on peut dire, encore une fois, avec toutes les réserves d'usage, que la Russie ne vend. Bon, moi, encore une fois, je ne veux pas me laisser entraîner, je ne suis pas russe, j'ai aucun intérêt dans. Moi, je le suis. Comment? Je le suis. Comment? Je suis russe. Et orthodoxe. Ah oui. Non, mais je pense que pour la. Voilà. Par contre, je pense que le droit international a été violé depuis 1989, 90, 91, depuis la chute de l'Union soviétique. Il a été violé, mais journellement et massivement, entraînant avec des millions de victimes, des dizaines de pays détruits, etc. C'est très effectif. En ce qui concerne l'Ukraine, moi je suis d'accord avec vous, mais peut-être que, il faut dire, j'ai jamais dit que tout l'unanimité ukrainienne. Dans l'Ukraine, il y a quand même, je crois, deux parties. Il y a une partie qui est, à mon avis, qui est russe, ou russophile, russophone, et russo, tout ce qu'on veut. En fait, il y a une nouvelle Russie, pas seulement le Donbass et des compagnies, mais disons les 2 tiers, je ne sais pas du territoire. Mais il y a la partie, par contre, qui a été, encore une fois, qui a fait partie de la Lituanie-Pologne pendant un moment, qui est autre chose. Même. C'est de là que je pense que viennent tous les. Puis encore, il y a la composante comme néo-nazi qui est quand même flagrante, je pense, dans tous les mercenaires qui tripatouillent dans la région, dans l'Ukraine notamment. C'est quand même pas des grands démocrates. Hein. Alors on les montre, ils sont très actifs, ils sont très nombreux. On voit plein de. Moi je compatis tout à fait aux souffrances des populations. Un mort c'est un mort. Mais quand même, je pense que c'est pas toujours des. Il n'y a pas l'image idyllique comme ça, les bons Ukrainiens qui seraient même ceux de l'Ouest, comme par hasard ce serait ceux de l'Ouest et puis ceux de l'Est seraient les Centres. Voilà. C'est tout. Moi j'aime tout. Si vous permettez, 18 heures. C'est un grand 18 heures. On est déjà passé du temps. Et puis, en vous remerciant de votre présence, de vos présences. Et puis, on va publier toutes les interventions et en plus d'autres articles sur notre revue géostratégique, c'est une revue trimestrielle. Vous pouvez trouver sur notre site, toujours l'Académie géopolitique de Paris. Et puis, la prochaine réunion, notre invité, ce sera l'ambassadeur de la Chine. Merci bien.